Europe 1 matin. 6h, 9h. Thomas Schnell. 6h48, l'heure de votre revue de presse, le tour des journaux ce matin et ces déclarations de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, durcit le ton dans une interview accordée à Valeurs Actuelles. L'été n'apaise pas les tensions au sein du gouvernement, au contraire, avec son visage en une de l'hebdomadaire. Il déclare « Je ne crois pas au en même temps ». Le patron de la droite s'en prend au macronisme dans les colonnes du magazine. Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron. Tout simplement, il n'est ni un mouvement politique, ni une idéologie. Il repose essentiellement sur un homme. Voilà ce qu'il dit. Et la réunion de demain, en tête-à-tête avec Emmanuel Macron, s'annonce musclée. Ce qui ne devrait pas déplaire au président, selon Corinne Laïc. Le président ne manque jamais une occasion de brandir ses biceps. Oui, littéralement. En une de l'opinion, notre consoeur rapporte les coulisses du déplacement d'Emmanuel Macron au Canada pour le G7, accompagné de l'écrivain Emmanuel Carrère. Les deux hommes avaient déjà partagé quelques jours ensemble. Il y a 8 ans, l'auteur de L'Adversaire a donc retrouvé un président en pleine forme, loin de l'image d'un homme accablé par les misères de la dissolution. Non, c'est un président qui s'est visiblement mis à la musculation, t-shirt noir moulant sa tenue dans l'avion. Il affichait ses biceps impressionnants qu'il ne se contentait pas de montrer, mais qu'il massait avec une satisfaction visible. Un portrait de mal alpha très complice avec Donald Trump. Le président américain lui aurait même tapoté l'épaule en lui glissant « Vous verrez, vous et moi, on fera un 3e mandat ». D'ici là, les dirigeants internationaux devraient peut-être jeter un œil dans les affaires des nouveaux maîtres de la Syrie. Page 5 du Figaro, l'envoyé spécial Apolline Convain nous apprend que les combats entre Druzes et Bédouins ont fait 1265 morts en 10 jours à Soueïda. Les tirs claquent dans les rues de la ville, en proie à une guérilla entre communautés, les combattants sunnites d'un côté, accusant les Druzes d'être des collaborateurs d'Israël. L'État hébreu s'est érigé d'ailleurs en protecteur de l'ethnie massacrée depuis le changement de régime à Damas. Le président de transition syrien, l'ancien djihadiste Ahmed al-Shara, ne semble pas particulièrement pressé de faire respecter le cessez-le-feu. Devant la sécurité générale qui peine à contenir ces tensions, les combattants martèlent leur haine. On se battra jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'armes entre les mains des Druzes, avouant à demi-mot qu'ils appartiennent au groupe État islamique, précise la grande reporter. À la une du Parisien aujourd'hui en France s'affiche ce matin l'espoir, celui des familles de victimes de meurtres irrésolus qui attendent depuis des années, parfois des décennies, de connaître la vérité sur l'identité de l'assassin de leurs proches. Je lis dans les colonnes du quotidien l'assassinat tragique d'une fillette de 9 ans, Sophie Dumont, retrouvée morte en partie calcinée dans l'Essonne après avoir été violée et étranglée. C'était en 1987. Depuis près de 40 ans, son frère, Éric Dumont, cherche l'identité de l'auteur du meurtre odieux. Eh bien, la réponse à sa question viendra peut-être de la généalogie. C'est ce que nous apprend Benjamin Dervaux, l'auteur du papier, retrace la révolution qu'a amené l'ADN dans les enquêtes de police. Et désormais, les criminels pourraient aussi être confondus par l'ADN de leur parentèle grâce aux tests récréatifs. Alors, ils sont interdits en France, ces tests, mais ils sont de plus en plus courants. Un grand nombre de Français auraient fourni leur empreinte génétique pour retracer leur arbre généalogique. Et il serait possible, en gros, de comparer l'ADN d'un criminel avec les liens de parenté qui se retrouvent dans les gènes de sa famille biologique, contenus dans les immenses bases de données des tests ADN récréatifs. Alors forcément, le recours à la généalogie génétique dans le cadre d'une commission rogatoire internationale constitue un nouvel et un bel espoir pour Éric Dumont. Elle a été innocentée et voit son avenir s'éclaircir après quelques jours de grandes suspicions. Nina Virio, elle n'était pas accusée de meurtre, non, le Parisien aujourd'hui en France nous apprend que cette lycéenne était accusée d'avoir triché au bac de philo avec l'aide de l'intelligence artificielle. L'élève brillante est atteinte d'un trouble de l'attention. Elle bénéficie donc d'un tiers-temps et d'un ordinateur non connecté à Internet pour pouvoir taper sa copie. Le correcteur soupçonnait l'élève d'avoir fraudé à l'aide de l'IA. Finalement, après une convocation et près d'1 mois de montagne russe émotionnelle, la commission a étudié le dossier de l'élève, son livret scolaire, ses notes du bac pour conclure à une erreur d'appréciation. Son bac est donc validé avec un beau 18/20 en philo et un 12,82 de moyenne générale et une mention assez bien. Bravo à elle.